Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas de rêver. Le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Ici, ce sont des témoignages inspirants et de la bonne humeur. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, j'accueille Armelle. Bonjour et bienvenue Armelle. Ravie de t'accueillir. Bonjour Lucie et merci à toi de m'accueillir. Avec plaisir. Avant de démarrer les présentations, est-ce que tu veux bien expliquer notre lien, comment on s'est connus? Alors Lucie, moi je t'ai rencontrée dans le cadre d'un recrutement saisonnier que je menais en tant que directrice de l'Office de tourisme de Paimpol. Donc tous les ans, l'Office de tourisme de Paimpol complétait son équipe de saisonniers. Et je me souviens de toi comme d'une étudiante hyper souriante, très posée, très à l'écoute, bien dans sa peau, bien ancrée et sous des magnifiques boucles brutes. Et tu n'as pas trop changé. Non. Je pense, voilà, juste pour info, je pense qu'il avait 19-20 ans, je pense, à l'époque. Ouais. Donc voilà, c'est marrant de se retrouver voilà, une quinzaine d'années plus tard. Et Ben, pour moi, de faire venir l'ancienne directrice de l'époque. c'est précieux et puis c'est important pour moi toujours. Je continue de recroiser évidemment des anciens saisonniers parce qu'en fait, on recrutait à l'époque une dizaine de saisonniers. Et j'avais bien conscience à l'époque que c'était une première expérience professionnelle quand on est étudiant. Donc, Ouais. en tant qu'employeur, on a un rôle à jouer, une responsabilité dans les parcours professionnels des personnes qu'on embauche, a fortiori quand c'est une première expérience professionnelle. Et donc, voilà, c'était important pour moi que ces recrutements et ces expériences, ces premières expériences professionnelles se passent bien. Donc, je suis ravie, tu vois, de voir que eh bien, ça nous permet d'engager des relations durables Ouais. pour le coup. Mm. C'est chouette. Est-ce que tu veux bien te présenter pour démarrer avec ta qualité principale? Oui, alors, donc je suis Armelle Lambert et si je devais me définir avec, quelque chose de typique qui me caractérise, je dirais que je suis quelqu'un de déterminé. Je suis animée par des fortes convictions, j'aime bien agir, en accord avec mes valeurs. Donc on dit de moi que j'ai beaucoup de persévérance pour atteindre mes objectifs, même Mm. face aux obstacles. Voilà, donc j'essaye d'avancer avec constance et de mobiliser mon énergie, pour faire aboutir ce que j'estime juste ou essentiel. Et en bref, je dirais que je suis quelqu'un d'engagé, si je devais résumer. Ok, c'est un beau résumé, je trouve. Merci. Est-ce que tu veux bien partager ton ou tes endroits préférés des Côtes d'Armor, parce que tu as évolué dans le domaine du tourisme. Et voilà, on a souvent des coups de cœur, des endroits qui nous parlent plus que d'autres. Alors, j'en ai plusieurs effectivement. Je m'en doutais. Ouais, bah, oui, oui, puis bon, le département des Côtes-d'Armor, c'est quand même un département sublime, dans lequel j'affectionne de vivre puisque j'en suis originaire et je vis ici. Donc je vais d'abord citer le port de Paimpol, hein, qui est mon lieu de vie, et Mmh. que j'aime, arpenter. Je trouve que les Paimpolais sont chaleureux. La ville vit toute l'année, on y trouve une jolie offre de commerces variés. Et voilà, j'adore flâner dans le centre-ville. Mon deuxième endroit préféré, c'est l'île de Bréa, qui est toujours, avec son archipel, incroyablement dépaysante en toute saison. Même pour nous, les Costarmoricains, c'est toujours un Ouais. enchantement d'aller déambuler à Bréa. Voilà, et en troisième, je dirais le sentier des douaniers, le sentier côtier au panorama sans cesse renouvelé que j'adore parcourir, que j'essaye de parcourir un peu tous les jours d'ailleurs. J'ai cette chance-là de pouvoir voir la mer tous les jours depuis le sentier côtier. Et en dernier lieu, et après je m'arrête là, je dirais Dinan, dont je suis originaire, et son OK. petit port à l'Envallée qui est un joyau du Ouais, patrimoine je breton. vois. Voilà, donc ça fait plein de jolis endroits Ouais, ça va. inspirants. Ta liste est plutôt sympa, je trouve. Est-ce que tu veux bien maintenant nous parler de ton parcours? Voilà, dans quel domaine tu as évolué, les études, voilà, et quel type d'élève, d'étudiante tu étais? À quel endroit tu étais dans la classe? Alors, à quel endroit j'étais dans la classe? J'étais plutôt souvent dans le fond, plutôt élève moyenne, discrète, sérieuse, un peu timide, mais très, très impliquée. Donc, au collège, par exemple, j'aimais le sport. En fait, j'ai fait une classe sport-études au collège, donc ce qui me permettrait de pratiquer la gymnastique pratiquement tous les jours.
Et je pense que ce parcours en classe sport m'a forgé le caractère et je pense m'a donné le goût de l'effort. Mmh. Au-delà de ça, j'aimais pas trop les maths, j'étais plutôt littéraire. Et au lycée, c'est vraiment le lycée qui a confirmé mon goût pour les langues étrangères. Oui, oui. Et donc, j'ai entrepris des études de traduction en anglais, espagnol et portugais. Et donc, je suis traductrice diplômée de l'Université catholique de l'Ouest d'Angers. J'ai en fait un diplôme de traducteur. Et puis ensuite, j'ai entrepris une formation de guide-interprète à l'Université de Rennes 2, et Mmh. qui correspondait en fait à mon désir de voyager à l'époque. Quand j'ai fini mes études, j'étais encore assez jeune, à 22 ans. Je n'avais pas du tout envie de passer des heures à traduire des manuels ou des notices. Voilà. Et donc, je me suis dit que j'avais plutôt envie d'utiliser mes langues pour voyager. Et d'ailleurs, quand j'étais étudiante, je postulais à tous les programmes et stages à l'étranger. Donc, j'ai été une des premières étudiantes Erasmus à Dublin. Génial. Ouais, j'avais passé 6 mois géniaux à étudier à Dublin. Ensuite, j'avais postulé pour obtenir une bourse d'études pour aller étudier 1 mois à l'université historique de Coimbra, au Portugal. Donc, j'ai eu cette chance-là de recevoir un enseignement dans l'historique fac de Coimbra. Ouais. Et puis, pour clôturer mes études, j'ai effectué un stage dans un cabinet de traduction assermenté au Pérou. Alors, je n'étais pas du tout hispaniste au départ, j'étais plutôt angliciste. Mais j'avais tellement envie de voyager, j'étais un peu, pas un peu faux-folle, mais en tout cas un peu aventurière. J'avais vraiment le goût du voyage. Et donc, j'ai eu la chance de faire un voyage qui a beaucoup marqué ma vie d'ailleurs au Pérou. Mmh. Et je pense que c'est après ce qui m'a attirée vers le tourisme, après avoir parcouru le monde au cours de mes expériences étudiantes et aussi en tant que guide-interprète pour Nouvelles Frontières. Euh, Ben c'est tout ça, c'est l'expérience, la découverte, la culture, la rencontre, l'hospitalité, les échanges, toutes ces valeurs qui sont liées au voyage Mmh. qui continuent de m'animer en fait, hein, c'est vraiment ça. Mmh. Et comment t'en es arrivée à l'office de tourisme à Paimpol? Eh bien, j'ai d'abord été embauchée. Alors, mon parcours professionnel, j'ai pas vraiment construit de projet, mais finalement, quand je jette un coup d'œil dans le rétro, euh, mon évolution vers les métiers de la transition sociale et écologique s'est construite et fortifiée un peu naturellement, puisqu'aujourd'hui, je suis consultante en développement durable et RSE. Mmh. Et comment j'en suis arrivée là? Eh bien, en fait, j'ai d'abord travaillé pendant 5 ans sur un site du Conservatoire du Littoral, où j'étais chargée de développement touristique et culturel. Donc, je m'occupais d'accueillir et de former les guides saisonniers. Je m'occupais également de concevoir des petites expositions du patrimoine pour le monument historique qui était implanté sur l'espace naturel, donc à l'abbaye de Beauport. Et puis, j'étais également chargée de communication. Donc, c'est vraiment pendant ces 5 années que j'ai fait mes armes, en fait. Mmh. Voilà. Ensuite, j'ai participé à l'organisation du Festival du Chant de Marin, qui aujourd'hui est le troisième festival de Bretagne, le Festival Mmh. du Chant de Marin de Paimpol, et qui fait partie du collectif des festivals bretons engagés. Ensuite, j'ai eu une expérience de 2 ans et demi dans un pays touristique qui accompagnait les porteurs de projets, notamment les hébergeurs, Mmh. pour la modernisation de leur offre. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la direction de l'Office de tourisme de Paimpol, hein, qui est donc une station classée de tourisme, et que j'ai accompagnée pendant 17 ans dans sa structuration. Donc au départ, quand je suis arrivée, nous étions 3, 4 avec moi. Et quand j'ai quitté l'office, nous étions 28. Et donc, j'ai accompagné une fusion administrative de 6 offices de tourisme qui Mmh. nous a fait repartir d'une feuille blanche. Donc, au départ, le périmètre de l'office, c'était un périmètre territorial de 12 communes. Et quand je suis partie, le périmètre de l'office, c'était 52 communes. Donc, il a fallu, avec l'ensemble des acteurs et l'équipe, rebâtir une destination, une image de marque, un projet, Mmh. etc. Et qu'est-ce que tu retiens de ces 17 années? Euh, Alors, ce que je retiens, c'est que le projet que j'ai mené peut se résumer en 2 mots.
d'abord le tourisme expérientiel. Donc, ce que moi j'ai contribué à faire, c'est à développer des expériences touristiques d'immersion locale. Après le Covid, en fait, on s'est aperçu que il y avait aussi du tourisme. Enfin, on a beaucoup développé le tourisme local, hein, puisque les déplacements étaient interdits. Et donc, on s'est plutôt concentré à essayer de développer plus cette idée de voyage à côté de chez soi, en se disant qu'on pouvait partir en vacances finalement à côté de chez soi. Et donc, en favorisant de la création d'expériences qui favorisaient plutôt l'immersion, la sensation, la rencontre, plutôt que la consommation. Et donc, on s'est plutôt orienté vers un marketing de l'offre plutôt que celui de la demande. Et ce marketing de l'offre et la création d'offres expérientielles étaient beaucoup plus respectueuses finalement pour le territoire et ses habitants. Et puis, le projet que j'ai aussi participé à faire émerger, c'était aussi l'émergence d'une offre de tourisme responsable et équitable à partir de la conception de séjours décarbonés. Donc ça, c'est vraiment le truc qui me tient au cœur, qui me tient à cœur, pardon. Et c'est vrai qu'on avait commencé à travailler avec la région Bretagne à travers un programme qui s'appelait En Bretagne sans ma voiture, puisqu'à Paimpol, il y a une gare. Et donc, voilà. Et donc, j'ai accompagné l'équipe dans sa montée en compétences jusqu'à l'obtention du label Tourisme équitable, qui récompensait donc l'Office pour sa gestion responsable. Et donc, en Bretagne, on était l'un des premiers offices de tourisme de Bretagne à obtenir un label de tourisme durable, inscrit dans les principes de l'économie sociale et solidaire, porté par l'Association pour le tourisme équitable et solidaire. Et donc, oui, c'était sûrement une première en France. Et donc, c'est vraiment ça que je retiens de… C'était ça la question, Lucie? Oui, qu'est-ce que tu retiens de ton Ouais. expérience? Ce que je retiens de mon expérience, c'est ça. C'était une démarche pionnière qui était chère à mes yeux et pour les valeurs qu'elle véhicule et que je poursuis toujours aujourd'hui à travers d'autres acteurs du tourisme partout en France. Comment tu as vu évoluer les offices de tourisme et les métiers des offices de tourisme? Tu vois, est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que tu estimes qu'il y a une valorisation, par exemple, des personnes de l'accueil qui, des fois, étaient un peu, tu vois, pas très reconnues? C'est quoi Clairement. ton regard là-dessus? Toute la dimension humaine des offices, effectivement, aujourd'hui est reconnue, sachant qu'aujourd'hui, effectivement, les offices de tourisme ne font pas que de l'accueil. Aujourd'hui, les offices de tourisme, en fait, ce qui est hyper important dans ces métiers, et ce qui est hyper intéressant et enthousiasmant et surtout très enrichissant, c'est la transversalité. Et c'est vrai que l'accueil, c'est la partie un peu émergée de l'iceberg. Ouais. Mais derrière toute la politique d'accueil qu'on met en œuvre, il y a toute la construction d'une offre, il y a la construction d'une communication, il y a la construction de valeurs. Et aujourd'hui, les agents d'accueil qui travaillent les conseillers en séjour qui travaillent dans les offices de tourisme, eh bien, en fait, ils portent l'ensemble du projet de l'office de tourisme qui est en fait beaucoup plus vaste que ce qu'on peut des fois percevoir uniquement à travers une relation d'accueil ou d'information. Donc, oui, les offices de tourisme se sont hyper professionnalisés. D'ailleurs, Ouais. les conseillers en séjour ne sont pas que conseillers en séjour, ils ont 1000 métiers. Ils Ouais. sont chargés de la relation client, ils sont animateurs de réseau, ils sont animateurs numériques, ils sont chargés de communication, ils sont chargés de la taxe de séjour, ils sont chargés d'animation de projet, ils sont chargés de communication, ils vendent des encarts publicitaires, enfin, etc. Donc, ils sont guides aussi. Donc, ce qui est très enrichissant dans les offices, c'est qu'on exerce plusieurs métiers. On est donc très pluridisciplinaire. Mais ce que j'ai vu évoluer, moi, et ce que j'ai accompagné, c'est vraiment la professionnalisation, c'est-à-dire la structuration en pôle, avec des missions principales et puis des missions plus transversales. Et ce qui est vraiment intéressant dans ces métiers de développement local, c'est que c'est un secteur qui touche presque à tout. On est à la fois dans l'aménagement du territoire en termes de gestion de projet. C'est à la fois de l'aménagement du territoire, c'est de l'environnement, c'est de l'urbanisation, c'est de la mise en marché de l'offre touristique, c'est de la commercialisation, c'est de la relation client, c'est de la communication, c'est de l'animation de réseau, c'est du patrimoine, de la culture, de la mobilité, c'est du numérique aussi, évidemment, c'est de l'événementiel.
Donc, et c'est vraiment ça qui est important à garder en tête quand on rentre dans un office, c'est que l'ensemble de l'équipe participe à cette transversalité avec des compétences qui sont très pointues et très Mmh. professionnelles aujourd'hui. Ouais, tu vois, moi, ce que je retiens aussi de mon expérience, c'est la somme de connaissances qu'on peut avoir sur, des sujets, mais qui sont très variés, tu vois? On est un peu sur le réponse à tout, donc bah, on a toujours des moyens de trouver l'info et des fois on voilà, sur la variété des questions, je trouve qu'on a une amplitude de sujets. On vient nous chercher sur des trucs, voilà, on passe du coq à l'âne, des fois ça n'a rien à voir. Inattendu des fois. Mais ouais, la somme de connaissances, voilà, je voulais que tu déconstruises un peu, tu vois, l'idée de qu'on est des distributeurs de papier parce que Ah des fois bah, c'est l'image largement. qu'on en a. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des métiers, hein, j'espère que je les ai assez bien cités, j'espère que j'ai oublié personne, mais en tout cas, oui, oui, derrière l'image, des conseillers en séjour, il y a des stratégies d'accueil, il y a des stratégies de communication, il y a de la gestion de la relation client. Donc voilà, on a des métiers qui sont très professionnalisés aujourd'hui Mmh. et donc voilà, ce sont des métiers qui sont passionnants. Mmh. Je voulais que tu nous expliques aussi ta transition vers ton activité aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs déclics? Bah, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas vraiment construit de projet. Mon évolution s'est faite, un petit peu tranquillement au fil, voilà, au fil de mes convictions. Donc aujourd'hui, donc je suis consultante, en RSE, Mmh. je développe mon activité de conseil et d'accompagnement, en développement durable auprès des acteurs du tourisme et plus particulièrement auprès des offices de tourisme. Mais c'est le résultat de plus de 20 ans de conduite de projet sous l'angle du développement durable. Ça a toujours été mon Mmh. mon ADN en fait. Hem et donc le déclic, je pense que ça a été le label tourisme équitable OK. de l'office qui m'a permis de formaliser, et de bien comprendre ce que c'était qu'une démarche construite de développement durable. Et suite à l'obtention du label tourisme équitable, j'ai souhaité me former, donc j'ai embrayé sur plusieurs parcours de formation avec notamment, la marque Bretagne et son parcours, Écloseur qui est toujours, actif. Donc j'ai suivi, pas mal d'ateliers, j'ai suivi, la formation avec la marque Bretagne, expert RSE, qui Bien. était mis en œuvre par, la Rennes School of Business. Je me suis carrément spécialisée avec une certification de chef de projet développement durable et RSE et aujourd'hui je suis consultante, certifiée, en RSE. Et par quelles étapes tu es passée, tu vois, autant dans tes réflexions, hem, tu vois, pour transitionner entre l'office de tourisme et ton lancement d'activité? Oh ben, je suis passée par plein d'étapes. D'abord une transformation personnelle parce que l'accompagnement et la formation, bah, comme je l'ai dit, ça m'a demandé de me former longuement en fait. Ouais. Donc ça passe par toute une remise en question et aussi un parcours de transformation personnelle. Donc j'ai été soutenue, dans ce chemin, par, différentes personnes, je me suis fait coacher, j'ai été soutenue par une personnalité aussi régionale que j'aime beaucoup et qui apporte beaucoup au niveau régional, qui est la directrice de la marque Bretagne, Aurélie Basse, qui pour moi est une personne, voilà, qui a su voir en moi aussi qu'il y avait du potentiel, des valeurs, une envie, et cetera et qui m'a beaucoup tendu la main et qui m'a beaucoup soutenue. Donc j'aime bien la citer parce que voilà, j'ai aussi envie de la remercier. Donc Ouais. c'est passé par toute une phase de transformation personnelle et puis par une phase de transformation et de validation de mes compétences, donc Mmh. avec, bah, voilà, du coup, un parcours, certifiant qui me permet aujourd'hui de déployer, vraiment une méthode, reconnue, assermentée, structurée et qui est rassurante du coup pour, tout le monde. On avait bu un café il y a quelques mois et tu m'avais Oui. parlé aussi d'un côté très frustrant d'être à l'étroit dans ton poste, de voir alors je voulais savoir s'il y avait une envie de liberté
C'était quoi les frustrations que tu avais et comment tu les as dépassées? Je pense que j'avais fait le tour de mon métier, de directrice d'office de tourisme, donc je suis restée à la direction de l'office de tourisme pendant 17 ans. Mmh. Alors c'était un métier passionnant, hein, qui faisait appel à beaucoup du sens de l'adaptation, parce que c'est un métier qui demande de s'adapter tout le temps. Mmh. C'est un métier de pointe, en fait, hein, le tourisme. Enfin, ce sont des métiers de pointe. Mais mes frustrations, c'était que je n'arrivais plus. J'avais envie de travailler davantage à mon rythme. Mes enfants avaient grandi, ils sont étudiants aujourd'hui, donc j'avais envie d'un meilleur équilibre personnel, vie pro, vie perso, plus ajusté. J'avais envie de choisir là où j'avais envie de mettre de l'énergie. Donc j'ai pris le risque, hein, mais je me suis fait un vrai cadeau à moi-même, en fait. Donc voilà, j'avais envie aussi vraiment d'aller beaucoup plus loin dans la contribution à construire un monde plus robuste, plus résilient, plus régénératif. Et donc, j'avais essentiellement envie de mettre mon énergie là-dessus, pour moi, pour la planète, mais aussi pour mes enfants. Et voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais en tout cas, Mmh. j'avais envie de me recentrer sur une envie profonde, en fait. Mmh. Et c'était quoi les croyances auxquelles tu as dû faire face, heu, pour lancer aussi ton activité? Est-ce qu'il y avait des choses, que tu te disais, par exemple? Voilà, je vais pas y arriver, j'ai peur et cetera. C'était Ah quoi oui, bah c'était oui. quoi ton discours intérieur et comment tu as dépassé justement, ces éléments-là? Ouais, alors mon discours intérieur, c'était, évidemment la peur, hein. On est tous à un moment, animés par la peur et l'incertitude, de ne pas y arriver, de ne pas être capable, de ne pas être capable de gérer l'incertitude, de l'équilibre économique du foyer. Parce qu'il y a aussi Mmh, cette question, ouais. il ne s'agit pas de faire uniquement ce qu'on a envie de faire, il faut aussi clairement que ce soit un modèle économique, qui ne déstabilise pas, la vie de tous les jours. Mmh. Donc voilà, il y avait cette incertitude-là qui était forte, et comment je les ai dépassées? Par la formation, par le fait de me conforter, par, de la formation, des compétences, la méthode, et parallèlement, je me suis aussi fait accompagner, se faire confiance en fait, hein, Ouais. et puis, se laisser porter par ses envies profondes, c'est important. Ouais. Merci, c'est un beau rappel. Voilà, c'est important, et de pas se cantonner à des croyances limitantes, en fait. Voilà, d'essayer de dépasser ces croyances limitantes. Mais ça, c'est un vrai travail, Oui, et je pense qu'on ne le fait pas tout seul. OK, je suis assez d'accord. Ben oui, c'est pas toi qui vas me dire le contraire, hein. Non. Ouais, ouais. Donc voilà, donc je me suis fait accompagner clairement. Ouais, ouais. Je voulais savoir dans ta construction de projet, tu vois, comment t'es venue l'idée de te spécialiser et de réussir à évoluer pour valoriser ton expertise? Alors au départ, j'avais carrément l'idée de quitter le monde du tourisme, avec D'accord. cette ouais, alors voilà, donc il y a eu Heu, tout un parcours, toute une réflexion. c'est Et ça donc qui m'intéresse. voilà. Alors au départ, quand je me suis engagée dans ma formation de chef de projet, développement durable et RSE, je me suis dit que c'était aussi pour moi une belle opportunité de, quitter le monde du tourisme et d'aller explorer d'autres, univers, sectoriels, donc Mmh d'aller, mh. me confronter, à d'autres économies. Et finalement, c'est le regard des autres sur mon parcours, qui m'a fait comprendre qu'en fait, j'avais une réelle expertise. Alors, c'est dingue de le dire après plus de 17 ans à la direction d'un office, hein, mais voilà, comme quoi, le temps, permet de faire mûrir aussi le projet, et le regard des autres est important. Et c'est en fait le regard des autres, qui m'a permis de prendre conscience de mon expertise, en fait, tout simplement, et de la verbaliser et de la formaliser. OK. Et sans ça, tu serais allée vers autre chose, un projet plus large?
Oui, mais sauf qu'en fait, on ne peut pas s'adresser à tout le monde quand on fait de la RSE, enfin, Mhm. dans un premier temps en tout cas. Je n'exclus pas, une fois que j'aurai accompagné davantage, les acteurs du tourisme, de me tourner vers d'autres, secteurs d'activité, effectivement. Mais pour démarrer, c'était quand même plus confortable et plus rassurant aussi puisque, effectivement, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du tourisme, donc c'est un domaine que je maîtrise, très, 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 très bien, et c'est aussi pour ça qu'on vient me chercher d'ailleurs, parce que justement j'ai l'expérience terrain. Bah oui. Et ton rôle d'experte aujourd'hui, comment tu le vis? Eh bien, je trouve ça très gratifiant. Je trouve que je suis très, très sereine à pouvoir faire bénéficier de mon expérience, d'autres structures, touristiques. Donc c'est une grande joie de pouvoir, partager, déployer mes compétences, témoigner de mes expériences, apporter le regard extérieur, et la Mm. bienveillance, parce que des fois, quand on a la tête dans le guidon, je vois bien, hein, les porteurs de projets n'ont pas du tout le recul. Et donc, leur dire que moi aussi, je suis passée par là, Et voilà, ouais. que je conçois complètement, le niveau de stress où en sont les personnes, ou les problématiques de terrain, ou les problématiques territoriales. Le fait d'avoir vécu tout ça me donne aujourd'hui, c'est ça, une réelle expérience et une belle écoute, une belle empathie et surtout un bel accompagnement, parce qu'en fait Mm. aujourd'hui, voilà, je partage Ouais. aussi ce que j'ai pu expérimenter de mon côté. Donc c'est de la joie, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de joie. Ouais, ouais, je suis contente de le faire. Et justement, qu'est-ce qui fait sens pour toi aujourd'hui et qu'est-ce qui t'épanouit? Ce qui fait sens pour moi, c'est que je travaille à mon rythme. Donc c'est que ce qui fait sens pour moi, c'est que en fait, j'ai équilibré ma vie pro et ma vie perso. J'accorde de l'importance à ce qui fait sens pour moi, et je me dis que s'il me reste, un petit peu plus de 10 ans de travail, à réaliser, eh bien, j'aurais plus activement contribué, à rendre le monde un peu plus robuste, plus résilient, plus, régénératif. Donc ça, c'est Mm. important pour moi de aujourd'hui, on traverse quand même une grosse crise, hein, climatique, environnementale, planétaire. C'est vraiment ce qui fait sens pour moi, c'est de pouvoir apporter, ma contribution à cette crise, voilà, à laquelle il est important, qu'on accorde du temps et de l'énergie, Mm. pour nous-mêmes et pour nos enfants. Je voulais que tu définisses aussi, bah, la RSE. Donc j'aurais voulu une définition, entre guillemets «globale», mais aussi la tienne, ta définition, de cette notion-là. Alors RSE, responsabilité sociétale des entreprises et des organisations. Pour moi, la RSE, c'est de concevoir des projets qui répondent aux besoins, des parties prenantes. Donc ça, c'est important parce que quand on conduit des projets, on a souvent tendance à le faire, avec un point de vue très interne. Et donc la RSE, elle permet de remettre au cœur du système l'ensemble des parties prenantes du projet. Je voulais que tu évoques aussi ton statut parce que tu m'avais dit que tu étais en portage salarial et moi Oui, j'en parle souvent et on me regarde avec des gros yeux en me disant: «Mais elle, on l'a perdue, je sais pas de quoi elle nous parle». Donc oui. je voulais aussi que tu puisses expliquer ce que c'est, pour quelles raisons tu l'as choisi et les avantages, qui y sont, associés. Alors oui, j'ai choisi un statut de portage salarial. Donc mon statut, c'est que je suis entrepreneuse salariée. Donc j'ai tous les avantages, de la liberté d'entreprise. Donc je développe mes activités, je développe, ma commercialisation, mon démarchage commercial. Je m'organise, j'ai toute la latitude de m'organiser pour mener mes missions, et ensuite je transforme, mon chiffre d'affaires en fiche de paye. Donc je paye moi-même mes charges sociales et mes charges patronales, puisque je suis mon propre, boss, Ouais. et pour cela, je fais appel en fait à une société de portage qui établit mes bulletins de salaire.
Mmh. C'est un statut intermédiaire, en fait, entre le salariat et l'entrepreneuriat. Donc moi, j'en parle aussi souvent, pour les formateurs, les consultants et cetera. Ça peut être aussi un statut, à envisager. Exactement, et l'avantage, du portage salarial, c'est qu'en fait, je conserve le statut de salarié, qui est donc le Mmh le mh. statut le plus protecteur puisque je bénéficie, des mêmes conditions qu'un salarié, comme si j'étais, embauchée dans une entreprise ou une organisation, en fait. Mmh mh. Donc il y a des avantages en termes de retraite, en termes de cotisation, chômage, en termes de prévoyance, en termes de formation continue. Donc le fait d'être salarié me permet de bénéficier des avantages salariés. Voilà, donc voilà. En revanche, il faut bien avoir conscience qu'on est, on est à la fois salarié et patron. Donc je paye à la fois mes charges patronales et mes charges salariales. C'est l'inconvénient du statut? Il coûte plus cher que celui, par exemple, d'un statut en micro. Donc, Ouais. par exemple, mon chiffre d'affaires, si je gagne, on va dire, voilà, 2 000 € de chiffre d'affaires, Ouais. il me reste la moitié après en salaire. OK. C'est pour donner une idée, c'est bien, ça peut servir, Exactement. à Donc l'audience. ouais, ouais, donc il coûte plus cher, mais il permet d'être mieux protégé, notamment pour la retraite. Mmh mh. Est-ce que tu veux bien nous partager, ton début d'activité? Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe très, très bien. Je suis, agréablement surprise. Ça démarre, en fait, sur les chapeaux de roue. Mmh. Donc je suis, ravie, d'avoir décroché des belles missions. On sent qu'il y a des besoins, aujourd'hui, d'accompagnement sur le développement durable et sur la Ouais, structuration, la formalisation de démarches RSE. Donc je suis ravie, ça démarre très bien. top. Est-ce que tu aurais 3 conseils à partager à quelqu'un qui serait dans un projet professionnel où il y aurait cette volonté de valoriser une expertise? Alors je dirais, 3 conseils. Ce serait de suivre ses envies profondes, de ne pas lâcher, de se faire confiance et peut-être de faire un bilan de compétences pour objectiver. Parce que c'est peut-être la partie la plus touchy, de se faire confiance parce que quand on décide de changer de projet, ben, l'incertitude peut devenir un Ouais. peu prégnante. Donc se faire accompagner, avoir un regard extérieur, voilà, ne pas hésiter susciter le regard des autres, en fait, pour objectiver, ses compétences et son expertise. Ça permet de redonner la confiance, et le troisième conseil, je dirais, ce serait travailler avec son réseau. Parce qu'en fait, Mmh. je dirais que c'est presque le plus important, de travailler avec son réseau. Heu, quand on a une longue expérience comme la mienne, au bout de 20 ans, on a forcément un réseau, Ouais. et donc ben, c'est important de s'appuyer sur son réseau. Mmh. Qui t'inspire, toi? C'est qui tes rôles modèles? Je vais citer des 2 personnalités, que j'ai découvertes en m'impliquant, dans ces démarches RSE. Ouais. Je vais citer une économiste britannique qui s'appelle Kate Raworth, qui est une économiste connue pour avoir, défini ce qu'on appelle la théorie du donut, qui est donc une OK. théorie de RSE, qui est en fait, le donut, c'est un beignet, Oui. en fait, qui est un modèle qui propose un développement des organisations à l'intérieur d'un espace sûr et juste. Donc en fait, elle définit un plancher social à garantir à tout le monde et un plafond écologique à ne pas dépasser. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, eh bien, qu'on pouvait, formaliser, les limites planétaires à travers 9 limites à ne pas dépasser. Et donc aujourd'hui, ces idées clés, c'est d'essayer de sortir, du dogme de la croissance comme, objectif central, d'essayer de repenser l'économie et nos activités comme un système qui soit, non pas extractif, mais plus régénératif et distributif. De bien relier nos actions, locales avec les limites planétaires, et voilà, de pouvoir donner au territoire des outils, visuels simples pour piloter la transition. Donc voilà, pour moi, c'est une des économistes, aujourd'hui, qui nous guide, en fait, hein, dans nos pensées de développement durable.
Et puis la deuxième personne aussi que j'ai découverte sur notre territoire en Côte d'Armor, c'est Alan Fustek et sa famille qui se sont donc installés en Bretagne autour d'un projet qui s'appelle Kerlotech à Brélidy, donc au château de Brélidy, qui est un château médiéval. Et Alan Fustek et sa famille, ils ont entrepris d'y ériger un centre de formation des dirigeants à la transition. Et voilà, et Alan Fustek s'appuie sur aussi cette idée des 9 limites planétaires qui doivent guider nos actions dans le développement de nos projets. Et sur l'idée qu'en fait, voilà, la RSE classique ne suffit plus, c'est-à-dire qu'en fait, il ne suffit pas de réduire nos activités, mais qu'aujourd'hui, il faut intégrer la soutenabilité au cœur de notre modèle économique, mais dans le respect des limites planétaires, puisqu'on est bien arrivé aujourd'hui à franchir des limites planétaires, ce qui est un petit peu inquiétant. Donc aujourd'hui, le repère, voilà, ce sont ces 9 limites planétaires. Est-ce que tu as des rêves et des projets pour la suite? Eh bien, justement, ce serait de faire rentrer le tourisme dans les limites planétaires et faire en sorte que le tourisme soit réellement régénératif, c'est-à-dire qu'en fait, il laisse les territoires et les habitants en meilleur état ou en meilleures conditions que lorsque le visiteur est arrivé, par exemple. Et Donc est-ce que voilà, tu as vaste programme. est-ce que tu as un exemple, par exemple, de destination qui aurait beaucoup intégré cette stratégie-là, qui serait très avancée? Ça peut être en France ou ailleurs dans le monde. Est-ce que tu estimes qu'il y a un site touristique qui, pour toi, sert un peu de modèle d'exemple Alors, à pour l'étranger, illustrer? moi, si je connais pas, mais je n'ai jamais voyagé, mais je pense que le Costa Rica est une belle destination Ok. exemplaire. Et puis plus en France, Charente Tourisme s'est orienté vers une belle stratégie RSE. Et le territoire de Granville également, l'office de tourisme de Granville est également un territoire et un office de tourisme très inspirant par rapport à sa démarche très très engagée, très pionnière, très participative. Voilà, ça fait 3 exemples, C'est pas mal. ce qui est pas mal. C'est l'heure de l'instant promo. Où est-ce qu'on Ouais. peut te retrouver? Sur LinkedIn, sur ma page LinkedIn, et puis également sur le site de l'Envolée Tourisme, qui est le site d'un collectif. Donc moi, je me suis associée en fait avec plusieurs femmes du tourisme. Nous sommes associés dans le cadre d'un collectif qui s'appelle les Sentinelles du tourisme, et on peut nous retrouver sur le site qui s'appelle l'envolée-tourisme.fr. Hop. Juste avant la conclusion, je vais faire un petit mot. Déjà, si les personnes ont écouté jusqu'au bout cet épisode, on a presque fini, vous pouvez commenter avec donuts. Comme ça sera drôle. On verra qui a écouté l'épisode avec le mot la donut que tu as évoqué tout à l'heure. Excellent. Et, et en fait, cet épisode sera le dernier de la saison 2025, donc pas du podcast, mais en tout cas de cette année-là. Et le thème fil rouge pour 2026, ce sera redéfinir la réussite. Est-ce que ça t'inspire? Ah bah, clairement, clairement, clairement. C'est vrai c'est un sacré challenge hein, de redéfinir la réussite. Après, on parle souvent de performance et du coup, je ferai un joli distinguo entre performance et réussite. La réussite n'est pas forcément la performance. Donc, merci à tous pour cette saison 1 et rendez-vous en 2026. Je te laisse la conclusion, donc le dernier message que tu as envie de transmettre. Et donc, il faut terminer par le titre du podcast. N'oubliez pas de rêver. Alors, pour conclure, je dirais que en travaillant ensemble, entre les différentes parties prenantes, les acteurs publics, les acteurs privés, les professionnels, les voyageurs, les visiteurs, nous avons le pouvoir de transformer chaque destination en un lieu plus respectueux du vivant et donc plus inspirant. Pour ça, il faut changer, mais le changement n'est pas forcément une contrainte, c'est aussi une formidable occasion de créer des expériences qui font du bien au territoire, qui nous font du bien à nous-mêmes. Et qui font du bien à celles et ceux qui les découvrent. Et donc, voilà, on peut avancer ensemble avec énergie, ouvrir le champ des possibles et surtout, n'oubliez pas de rêver.
Merci beaucoup Armelle, à bientôt. À bientôt, merci Lucie. Merci à toi.